Bonjour à tous. Donc, on ouvre le webinaire un petit peu en avance pour que tout le monde puisse se connecter tranquillement et commence à arriver. Et on va vraiment démarrer à 14 heures comme prévu. Bonjour à tous. Je vois que vous êtes 31 personnes connectées au webinaire. On attend juste une petite minute supplémentaire pour laisser à tout le monde le temps d'arriver. Et puis, on va démarrer. Alors, bonjour à tous. On va démarrer pour de bon cette fois-ci. Pour information, donc là, on est en train d'enregistrer ce webinaire, ce qui fait que vous aurez accès par la suite, si vous le voulez, à un lien vers le replay ou aussi pour le transmettre à des personnes qui n'auraient pas pu participer. Donc, le webinaire d'aujourd'hui, il fait partie d'un cycle de 3 webinaires qu'on a intitulé « La qualité de vie au travail, un levier pour traverser crise et transformation ». Donc, ce cycle-là, en fait, c'est à l'initiative, c'est un partenariat qui est en fait mené par 3 structures, donc le CREAI Bretagne, l'ARACT Bretagne et l'OPCO Santé. Donc, le CREAI Bretagne, c'est le Centre régional d'études, d'action et d'information en faveur des personnes en situation de vulnérabilité. L'ARACT Bretagne, c'est l'association régionale pour l'amélioration des conditions de travail. Et je vais laisser Sébastien se présenter. Bonjour à tous, Sébastien Baucher. Donc, l'OPCO Santé, c'est l'opérateur de compétences sur le secteur de la santé privée en général. Voilà, et donc, concernant le CREAI, on travaille avec Marion Brancourt qui aujourd'hui s'occupe un petit peu plus de la technique et on l'en remercie. Voilà. Il y a également, donc pour l'ARACT, Elisabeth Devanquel qui est à distance avec nous aujourd'hui et qui va co-animer ce webinaire. Et donc, je suis Bénédicte Briand, chargée de mission à l'ARACT Bretagne. Alors, on vous propose de faire connaissance et de vous présenter, entre guillemets, vous aussi, les participants qu'on ne voit pas là, hein, on ne voit pas du tout qui vous êtes. Et donc, on a préparé pour cela un sondage pour vous permettre finalement de nous dire un petit peu d'où vous venez, quel est votre profil. Et donc, voilà, on vous invite à répondre, s'il vous plaît. Comme ça, on fait un peu connaissance dans les deux sens, malgré ce format webinaire. Donc, on voit que voilà, il y a beaucoup de réponses. C'est super.
Voilà, une soixantaine ont répondu. Donc voilà, on va vous dire un petit peu tout à l'heure le paysage des participants. Là, vous êtes une soixantaine connectés. Par rapport à ce cycle de webinaires, en fait, c'est le webinaire numéro 2. Donc c'est un cycle de 3. Le premier webinaire, c'était sur la thématique du faire équipe en période de transformation. Il avait lieu le 11 octobre et vous étiez 118 participants. Et on avait eu, comme pour ce webinaire-là, finalement, l'intervention de 2 témoins, Valérie Lourd et Gwenaëlle Mahé, qui nous avaient partagé justement les ingrédients du faire équipe pour elles et pour leur structure. Donc là, aujourd'hui, la thématique, c'est manager le travail en période de transformation. Et au programme, on va garder le même format. Il va y avoir des questions qu'on va poser aux 2 témoins qui vont se présenter juste après. Et puis, en fin de webinaire, on partagera quelques points de repère voilà, avec lesquels on travaille au niveau de l'ARACT Bretagne concernant le management du travail. Donc, nous, l'intention, en fait, et l'idée, la genèse de ce partenariat, c'était de donner à voir comment la crise sanitaire a percuté le management, à la fois en valorisant ce qui a pu être mis en place, mais aussi en témoignant des difficultés rencontrées. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire valoriser les pratiques professionnelles et donner à voir, si possible, les ingrédients d'un management qui prennent en compte les questions du travail. Et donc, ce n'est pas anodin qu'on parle de management du travail. Donc, là, je vais laisser la parole à Elisabeth, qui va pouvoir poser des questions et présenter également nos témoins. Oui, bonjour à toutes et à tous. Ça va, vous m'entendez? Ça marche? Super. Alors, merci à Maryvonne Leroux et Elisa Kemener d'avoir accepté de partager votre expérience. Je ne sais pas si on va vous voir à l'écran ou les éléments de présentation un peu plus complets arriveront au début des échanges et de nos 3 questions. Donc, Maryvonne Leroux, directrice de la maison de retraite Notre-Dame, association de Kergus, et Elisa Kemener, directrice des établissements de Ploudalmézeau et de Saint-Renan pour l'association Les Genêts d'Or. Alors, moi, je ne vois pas qui on voit à l'écran, mais du coup, vous m'interrompez si j'allais trop vite. Sinon, on démarre nos échanges. Je vais me tourner vers Maryvonne Leroux pour un temps de présentation de votre établissement et puis un premier temps d'échange sur votre retour d'expérience sur les quelques mois qui viennent de passer en tant qu'acteur de direction et de management. Bonjour à tous. Donc, je suis directrice de la maison de retraite Notre-Dame à Plestin-les-Grèves. C'est un établissement d'inspiration congrégaliste avec 90 résidents permanents et 4 places d'hébergement temporaire et 6 places d'accueil de jour. Donc, pour un total de 64 salariés équivalents temps plein. Donc, on démarre tout de suite sur la première question, Elisabeth. Oui, alors vous nous avez confié une photo pour illustration, pour, on va dire, amorcer les échanges autour de la question de ce premier temps d'échange et de questionnement sur, au vu des quelques mois qui viennent de passer, quel retour d'expérience du point de vue du management vous auriez envie de partager avec nous? Voilà, oui, cette photo-là illustre un petit peu notre capacité d'adaptation à la crise et notamment à la première phase du confinement. Nous avons la chance dans l'établissement d'avoir un réseau audio et vidéo pour la retransmission des offices religieux, puisque sur les 90 résidents, nous avons 60 religieuses.
Et nous avons profité de ce dispositif pour faire de l'animation en visioconférence tous les jours, donc lecture du journal, cours de gym, quiz, etc. Donc, vous voyez en fait là ici une résidente qui regarde la télé dans laquelle il y a l'animatrice qui est toute seule dans sa salle pour faire la lecture du journal. Voilà, donc bon, ça c'est un petit clin d'œil sur notre façon de nous adapter. C'est un des points du management fort de la crise. En fait, c'est notre réactivité et faire face à ce qui nous arrivait. Donc, l'organisation s'est adaptée assez rapidement en se centrant sur le cœur de métier, c'est-à-dire l'accompagnement des résidents et le maintien des liens sociaux le plus possible. Au niveau du management de direction, on a été tous acteurs, hein, que ce soit les salariés, le management de direction, le management de proximité. Après, évidemment, la mise en place d'une cellule de crise, c'était la possibilité ensemble de trouver des solutions, de traduire les doctrines de l'ARS qui pleuvaient là, sous forme de protocoles, de notes de service facilement assimilables par tout un chacun et surtout de faire des transmissions claires et authentiques. Le management de proximité a fait preuve également de souplesse et des ajustements au fil de l'eau organisationnels, hein, pour que l'activité de travail soit sur le cœur de métier, sur toujours le bien-être des résidents, donc au niveau des soins, au niveau des services de repas et pour lutter contre l'isolement également. Donc, je dois dire que c'était une grande force, en fait, une de nos forces, comme sans doute dans beaucoup d'établissements, c'est cette capacité à s'adapter aux contraintes, donc de la souplesse et aussi du dévouement et de la solidarité, quoi. Donc, il y a eu une mobilisation forte de chacun à tout niveau, hein, puisque on a forcément sollicité aussi les bénévoles, le personnel administratif, le personnel technique pour le service des repas, parce qu'en fait, moi, je pensais me préparer en fait à une course de 10 km, un petit footing, et puis en fait, il s'est avéré que c'était un marathon, donc on s'est essoufflé au bout de 2 semaines, et c'est seulement au bout de 2 à 3 semaines en fait qu'on a fait appel à des renforts en personnel extérieur. Ce qui a été assez remarquable aussi, c'est l'expérimentation en réel du Vie ma vie, ou Vie mon travail plutôt. C'était quelque chose qu'on avait expérimenté dans le cadre du cluster QVT avec l'ARACT. Et là, on l'a vraiment mis concrètement en pratique, puisque on est devenus agents de service les uns les autres pour servir les repas en chambre. Et c'était intéressant dans l'interconnaissance en fait des métiers entre les différents salariés des services logistiques ou administratifs et la rencontre avec les aides-soignants et les agents de soins pour voir la réalité du terrain, et puis aussi en fait recevoir en quelque sorte des consignes aussi de ces personnes-là de terrain. Donc ça a permis en fait de mieux appréhender les métiers des autres, et aussi parfois de s'étonner des façons de faire en positif ou en négatif, quoi. Ce qu'on a mis en place également pendant ce management-là, c'est les réunions de transmission pluridisciplinaires. C'est une réunion qui est quotidienne à 11 heures. Et là, tous les corps de métier étaient associés, donc, afin d'avoir une information qui soit uniforme pour tout salarié de l'établissement. On a mis en place également en octobre 2020, après une formation sur la communication bienveillante qui était programmée en fait dans le cadre de notre parcours sur la QVT, et qui venait en fait au bon moment pour justement apprendre à se donner des messages cadeaux à ses collaborateurs, à voir la petite goutte qui reste dans le verre plutôt que le verre à moitié vide, et apprendre en fait à prendre l'habitude en fait de se qualifier plutôt que de se disqualifier. Et c'était important dans cette période de crise là où on était un peu à bout.
Voilà. Et autre élément, je dirais que le dialogue social a été facilité. En tout cas, les rendez-vous étaient réguliers avec les membres du CSE qui étaient demandeurs et disponibles. Et c'était des va-et-vient en fait avec les délégués du personnel pour ajuster les horaires de travail, pour réorganiser les services. Donc, c'était vraiment très fluide la communication avec le CSE. Voilà ce que j'avais à dire pour le premier échange sur le retour sur la crise. Très bien, merci beaucoup, avec beaucoup d'éléments effectivement qui tournent autour, alors je ne peux pas durer comme ça, effectivement d'adaptation, de réactivité, de coopération et de solidarité dans les équipes, et puis des temps d'échange dont vous aviez peut-être effectivement pris l'habitude au travers de démarches précédentes et qui ont pu être élargies, vous disiez, notamment au travers de la réunion de transmission pluridisciplinaire avec les soignants et les autres métiers également, habituellement moins présents. Juste, je précise aux participants et aux participantes que si vous souhaitez poser des questions ou voir approfondir certains points, n'hésitez pas à utiliser le chat qui est ouvert. Les collègues qui sont au Créail liront vos messages. Je vois qu'il y a un message là qui est peut-être déjà apparu pour pouvoir les positionner et les transmettre à nos deux témoins. OK. Merci Maryvonne. Du côté d'Elisa Kemener, on va vous laisser la parole maintenant avec un temps de présentation également de l'Association des Jeunes d'Or et plus particulièrement des établissements de Ploudalmézeau et Saint-Renan. Et puis ensuite, la même question que pour Maryvonne Leroux. Que retenez-vous et quel retour d'expérience partagez avec nous du point de vue du management durant ces derniers mois? Elisa, est-ce que vous êtes avec nous avec le micro ouvert? Avec le micro. Bonjour à toutes et à tous. Du coup, je suis Elisa Kemener, je suis directrice donc au Jeunet d'Or et plus spécifiquement des établissements de Ploudalmézeau et Saint-Renan. Alors moi, sur mon périmètre de direction, j'ai la particularité d'avoir des établissements avec des objets sociaux assez divers. Alors sur le secteur du handicap, mais je gère une maison d'accueil spécialisée, un ESAT, voilà, donc on est un petit peu aux deux antipodes du monde du handicap. Voilà, un foyer d'hébergement d'ESAT, des services d'unité de vie extérieure et un accueil de jour également. Donc, ça représente à peu près 95 salariés pour 87 ETP. Il y a à peu près une centaine de personnes handicapées accompagnées sur les sites de Ploudalmézeau et Saint-Renan. De façon plus large, nous faisons partie de l'association des Jeunets d'Or, donc qui est une association finistérienne, donc qui a pour objet social l'intégration, l'inclusion, l'accueil des personnes en situation de handicap, mais il y a aussi au sein de l'association 3 EHPAD qui sont situés sur le secteur brestois. Donc on est vraiment pour situer sur une population en situation de handicap et plus largement une population vulnérable, dépendante. Voilà, donc avec des types d'agréments assez différents, donc de l'IME à l'EHPAD un petit peu. On a un accompagnement tout au long des âges de la vie au sein de l'association. Je me permets juste une précision, oui. Elisa. Nous avons incrusté là sur le PowerPoint à côté de l'indication sur l'effectif, une petite image d'une caméra oui. Pour les participants quand vous recevrez le support, en cliquant sur cette petite icône, vous pourrez accéder à un film. Je me suis permis de le positionner, que nous avons tourné effectivement dans l'établissement de Ploudalmézeau, qui a également participé, comme la Maison de retraite Notre-Dame, à une action collective que nous accompagnons sur les démarches en faveur de la qualité de vie au travail. Et voilà, je trouvais le film intéressant pour avoir des images et des paroles des professionnels de cet établissement. Tout à fait. Donc, ce projet-là, il a été mené spécifiquement sur la maison d'accueil spécialisée. Voilà, donc vous voyez le plan de la maison d'accueil, etc. Donc, vous aurez plus d'infos là-dessus. Alors, votre retour d'expérience, Elisa. Alors, sur le retour dernier mois, si la mémoire est encore là. Oui. Je partage vraiment beaucoup de choses qu'a pu dire Maryvonne.
on a fait face à quelque chose où on se préparait pour quelques semaines. Je ne sais pas si on est complètement sorti. Voilà, en tout cas, si on doit trouver des choses aussi positives de ce contexte de crise, moi, sur mon périmètre de direction, c'est un contexte qui a permis de faire du lien et du coup du bien. C'est vrai ce que je vous disais en introduction, donc je gère des établissements avec des objets sociaux très différents. On ne fait pas exactement le même métier quand on accompagne une personne polyhandicapée ou quand on est moniteur d'atelier en espace vert. Par contre, dans le contexte de crise, certains établissements ont été fermés, notamment sur le premier confinement. Les AT, l'accueil de jour, et du coup, ça nous a permis de redéployer des professionnels sur le secteur hébergement, sur le secteur de la maison d'accueil spécialisée et d'aller du coup dans cette dynamique qu'on souhaitait mettre en place au niveau de l'équipe de direction, une dynamique de pôle. Qu'est-ce qu'on fait ensemble dans ces établissements? Et puis là, la crise a précipité un petit peu les actions qu'on essayait de mettre en place en faisant vie ma vie, comme vous disiez Marie-Yvonne, très quotidien, très de terrain et du coup de pouvoir avoir des échanges aussi beaucoup plus concrets, réels et de démystifier un petit peu certains services ou certaines organisations parce que finalement les professionnels se connaissaient peu. Ils ont beau faire partie d'un même périmètre de direction, comme ils ont un travail quotidien assez différent en temps normal. Là, ça leur a permis de travailler ensemble, de montrer ce que les uns et les autres faisaient, savaient faire. Et ça a été vraiment, vraiment positif. Moi, ce que je retiens de la période, c'est que voilà, on nous a demandé de structurer différemment les accompagnements, de faire moins de collectifs, d'aller plus vers de l'individuel pour éviter tout risque de contamination. Et c'est vrai que ça a permis de questionner aussi certaines pratiques professionnelles qu'on pouvait avoir dans les établissements du secteur handicap, où le collectif est encore très présent. Alors avec évidemment que le collectif est bénéfique et qu'il apporte des choses et qu'il est vraiment nécessaire, mais pour autant, il peut être subi par moments aussi. Et ce qui est adapté à une personne ne l'est pas forcément à une autre. Donc, le fait de ne plus pouvoir aller en sortie extérieure, au moins pendant un moment de l'année 2020, voilà, le fait de ne plus pouvoir faire, alors on avait tendance à faire des après-midi dansantes, des cinémas collectifs, etc. Donc tout ça, on a dû revoir nos manières de faire. Et du coup, les professionnels ont fait vraiment preuve de créativité. Ils ont structuré d'autres types d'accompagnement, notamment sur les activités, le loisir, et ça a eu un réel impact sur les pratiques professionnelles, dans le sens où on s'est questionné en se disant peut-être que la sortie extérieure en fourgon pour des personnes polyhandicapées, c'est pas tout à fait adapté en fait à toutes. Ça peut correspondre à certains, peut-être d'autres subissent un petit peu nos représentations aussi de ce que peut être une activité, un loisir, alors que peut-être qu'une personne polyhandicapée, elle a besoin de plus de confort, de plus de stabilité. Donc ça a permis vraiment de revoir les choses et là l'équipe de direction a appris des professionnels de terrain qui ont su dans une période compliquée vraiment se réadapter, se recréer leur manière de faire, et ça c'est quelque chose qu'il faut réussir à pouvoir appuyer aussi sur du plus long terme. Dans le management de direction, moi j'ai eu à cœur de demander à mes collègues responsables de service. C'est vrai qu'on avait un peu une injonction au télétravail. Alors, dans nos secteurs, il n'y a pas beaucoup de postes télétravaillables, peut-être certains postes d'administratifs, éventuellement certaines tâches des équipes de direction qui seraient télétravaillables. Après, moi, dans le contexte, il me semblait inimaginable de positionner les collègues en télétravail, mais c'était plutôt l'occasion de développer un management de plus grande proximité. Et on a eu à cœur de conserver cette dynamique-là tout au long de l'année 2020 et de 2021 aussi. Donc, de faire attention d'être présente, de pouvoir être à l'écoute aussi des salariés de terrain qui, eux, n'ont pas de tâches télétravaillables. Donc, il y avait des injonctions nationales où on nous demandait d'aller vers le maximum de télétravail et compte tenu de nos établissements, mais je pense que c'est le cas aussi chez les personnes qui écoutent ce webinaire.
c'était important de garder cette proximité avec l'ensemble des salariés. Donc ça, c'est quelque chose sur lesquels on a fait attention aussi de ne pas être hors sol, de rester dans un partage du contexte de crise et un partage de ce qui se passait réellement sur le terrain. Alors, nous, au niveau associatif, c'est vrai qu'on est une assez grande association, donc on a eu la chance de pouvoir mettre en place certains outils qui m'ont semblé vraiment intéressants et qui nous ont soulagés aussi dans les établissements. L'association a créé dès début mars 2020 une cellule de crise qui avait pour objectif de digérer les directives, les protocoles qui descendaient du ministère, des ARS et qui parfois étaient complexes et qu'il fallait intégrer dans une situation comme de stress relatif et rapidement. Donc ça, c'est la cellule de crise qui a eu le travail d'être vraiment dans la digestion, de pouvoir proposer des choses simplifiées, des prises de décision associatives aussi sur un certain nombre de choses qui devaient être mises en place. Donc ça, c'était un vrai support dans la période et chaque équipe de direction faisait remonter aussi ses questionnements à la cellule de crise, qui les traitait du coup collectivement et tout ça pouvait faire un aller-retour en fait entre les questionnements de terrain et les directives nationales. Donc il y avait des vrais échanges et ça a été vraiment appréciable. Et l'ensemble des comptes rendus de cellules de crise étaient du coup adressés à toutes les équipes de direction. Les décisions étaient remontées aussi vis-à-vis de l'Agence régionale de santé et du conseil départemental. Donc, il y a eu des vrais échanges là-dessus et ça, c'était vraiment très positif. On a très rapidement aussi, dès fin mars 2020, intégré les représentants du personnel dans la cellule de crise. Ça permettait d'avoir un management beaucoup plus efficace aussi, puisqu'il y avait certaines questions, certaines revendications par moment aussi, qui remontaient aussi par ce biais-là. Et ça permettait d'être plus à l'écoute, plus en connexion aussi avec ce que pouvaient vivre les salariés sur le terrain. Donc, ça a permis d'avoir quelque chose d'assez harmonieux, assez harmonisé, en tout cas harmonieux, je ne sais pas dans le contexte, mais on a tenté de promouvoir l'harmonie et d'être aussi dans quelque chose d'assez réactif. Donc, c'est vrai que c'était des cellules de crise qui, au départ, avaient lieu tous les jours, des fois 2 fois par jour. Et puis, en ce moment, elles existent encore, mais on en a une par mois. Donc là, on est plus sur les questionnements sur la 3e dose, comment on peut promouvoir ça, etc. Mais ça a été un vrai support d'action et quelque chose de vraiment positif dans la période. Pour revenir vers Ploudane Méso, nous, ce qui nous a aussi soutenus dans la période, c'est vrai qu'on avait réécrit nos projets services, nos projets d'établissement en 2019. Et on s'était lancé. On était à fond dans les projets, on était dans une dynamique assez positive. On avait réussi à entraîner les équipes de terrain. On avait quelque chose vraiment qui se passait, une assez belle dynamique, du coup qui s'est cassé la binette début 2020, comme pour tout le monde. Mais parmi les projets qu'on avait, on avait notre participation à l'action collective QVT, qu'on appelait à l'époque cluster, mais bon, il a fallu revoir les termes aussi. Voilà, donc on avait cette participation à l'action QVT, donc avec l'ARACT et d'autres établissements comme celui de Marivonne. Et on avait commencé à travailler du coup avec les professionnels de la maison d'accueil spécialisée sur des espaces de discussion sur le travail, sur la structuration d'actions en commune. Et ça, pour le coup, on s'est dit, on ne va pas l'arrêter. En fait, on va essayer de transformer un petit peu notre quotidien, qui n'est pas facile, qui est très contraint quand même en 2020-2021. C'est vrai que c'est un quotidien lourd pour tout le monde. Et on a essayé de poursuivre sur ces actions donc de qualité de vie au travail pour essayer de porter une dynamique, une certaine énergie dans l'établissement. Et ça a vraiment, de mon point de vue en tout cas, ça a vraiment été quelque chose de positif dans la période. Merci, Elisa. Je laisse la parole à Sébastien qui a envie de vous poser la poursuite de la question.
Exactement, merci beaucoup pour tous ces éléments que vous avez partagés avec nous. C'est vraiment extrêmement riche, hein, Marie-Vonne et Lisa, ce que vous avez pu nous dire. Aujourd'hui, la question qu'on a envie d'entendre, la réponse qu'on a envie d'entendre, c'est finalement qu'est-ce que vous avez gardé dans ce monde d'après, finalement, aujourd'hui, hein. Qu'est-ce que vous avez gardé, puisque vous avez partagé plein de belles choses, mais dans ce quotidien, qu'est-ce que vous avez pu conserver dans vos pratiques quotidiennes? Je me permets de continuer du coup mon intervention. Alors, de façon un peu dommage, je trouve, mais bon, qu'est-ce qu'on garde? Eh ben, c'est peut-être cette gestion de crise. On est passé peut-être d'une gestion de crise sanitaire à une gestion de crise de la vocation ou du recrutement en ce moment. Alors peut-être que les participants partageront aussi cette vision-là. Enfin, c'est vrai qu'on est dans un contexte qui reste tendu avec des effectifs incomplets, des démissions. Voilà, donc en tant que manager, c'est assez questionnant. Voilà, on se dit bon qu'est-ce qui s'est passé? Et on est dans une certaine dichotomie entre l'investissement qu'il y a pu avoir tout au long de l'année 2020, l'année 2021, de l'ensemble des professionnels et notamment du secteur du handicap, et là une absence de reconnaissance en termes de valorisation salariale. Donc, c'est vrai que de mon point de vue, on est passé là on garde ces réflexes de gestion de crise, mais sur une crise qui risque d'être un petit peu plus profonde et qui est différente. Voilà, là, on n'a pas les protocoles de l'ARS à mettre en place quand il manque des aides-soignants ou des AMP sur le terrain et de comment on va faire demain matin. Donc, ça, c'est vraiment nos questionnements qui sont assez forts en ce moment et qui peuvent être aussi épuisants pour les collègues de terrain hein, qui compensent beaucoup de choses, épuisants aussi pour les équipes de direction, je pense, parce qu'on est dans sans cesse un travail quotidien de faire et défaire les organisations, trouver des solutions, pallier à l'urgence, etc. Et là encore, la dimension de projet, la dimension sur laquelle on peut attendre des équipes de direction et dont les établissements ont aussi besoin pour avancer, pour se structurer, on a peu de temps, ou on n'a plus l'énergie non plus parfois pour les relancer. Et donc, ça, c'est une inquiétude que moi, j'ai en ce moment. Donc, dans l'idée, on est resté sur la même dynamique où on s'est dit transformons, faisons du quotidien notre terrain d'action. On a des établissements qui finalement on peut vivre un petit peu en autarcie, hein, mais on est nombreux, on fonctionne 24 heures sur 24, donc on est aussi un laboratoire potentiel d'expérimentation, de réflexion. Et là, vraiment la qualité de vie au travail et le travail qui était engagé depuis 2019 nous permet d'avancer là-dessus. Donc, on a déjà ces espaces de réflexion, ces espaces de discussion sur parole sur le travail avec des salariés. Et c'est vraiment comment on peut s'appuyer dessus, comment on peut les potentialiser pour améliorer les conditions de travail, puisque là, en ce moment, nous, ce qui pêche, c'est aussi les conditions salariales sur lesquelles on a moins de levier. Donc, c'est vrai que dans la situation de tension en termes de ressources humaines, on essaye de garder cette dynamique sur une dimension de projet. Donc, on a beaucoup travaillé sur la structuration des services support, par exemple. On manque de personnes sur le terrain, en mode d'aide-soignant, on manque d'AES, mais comment on peut travailler avec des services support qui peuvent prendre en compte certaines tâches. Et ça, c'est vraiment complètement issu du travail qu'on a fait avec l'ARACT. Je continue? Je ne sais pas. Non, c'est très bien. Merci beaucoup pour ce que je retiens vraiment, c'est finalement ce que vous conservez, c'est cette dynamique projet hein, dans la complexité aujourd'hui qui est la vôtre, issue de cette crise Covid. Finalement, cette dimension projet permet de mobiliser à la fois les équipes de direction, mais aussi les équipes de terrain, et vous permet de continuer d'avancer dans cette dynamique. Eh bien, j'ai envie qu'on pose aussi la question à Marie-Vonne pour qu'elle nous dise aussi ce qu'elle en pense et ce qu'elle a conservé finalement de cette période d'après-crise. Merci beaucoup. Oui, comme Elisa, je partage aussi un certain point.
Là, une petite photo clin d'œil sur une mise en situation réelle parce que donc après la période virtuelle de s'essayer au confinement et à la première période de la crise, on a vécu un cluster et on a été lourdement frappé là en février 2021. Donc on a eu 12 cas de Covid chez les résidents. 8 décès en 4 semaines et 15 cas de Covid chez les salariés, avec 3 salariés hospitalisés. Et il nous manquait simultanément la moitié des infirmières et la moitié des aides-soignants. Donc, les tensions RH, on a connu ça et c'était simultanément à la météo, des problèmes donc de verglas, de neige, etc. Donc, il manquait aussi des salariés pour ces raisons-là. Donc, on a vécu l'enfer et des tensions RH donc, se sont apaisées, mais c'est vrai qu'on est actuellement toujours dans des tensions permanentes. Et ce qu'on a gardé en fait de cette période-là, c'est de faire appel à l'intérim, malheureusement. Voilà, ce qui ne nous enchante pas toujours parce que c'est difficile d'impliquer les salariés intérimaires dans un projet d'établissement. Donc, je dirais qu'on a vécu une période d'épuisement après ça, et avec des contre-coups, des arrêts de travail également. Et j'ai l'impression qu'on s'en sort un peu, on est en situation de rebond et on voit le positif. Et c'est en fait la situation actuelle de projet architectural là, qui nous motive aussi sans doute pour être en situation de rebond. Ce qu'on a gardé en fait de la première, enfin de la crise, en fait, c'est aussi un management de proximité. En fait, mon adjointe et moi-même, on est présents régulièrement aux transmissions qui sont quotidiennes. Et le fait d'avoir une proximité avec les salariés a un double effet en fait de se rassurer nous-mêmes sur quel est l'état d'esprit des équipes sur le terrain et de rassurer aussi les salariés sur les décisions, sur les protocoles, etc. Et c'est un échange qui est facilité aussi. C'était justement un de nos axes de la qualité de vie au travail, c'est la communication, c'est donner aux salariés la capacité d'exprimer ce qui va pas. Ce qui va, c'est plus difficile à dire, mais dire ce qui ne va pas et de réajuster au fil de l'eau. Donc ça, je trouve que ça a évolué dans l'établissement, cette capacité à fluidifier la communication descendante et ascendante. Voilà, donc ce qu'on en sort aussi de cette expérience-là, c'est le Vie mon travail, là, qui a donné en fait le goût à certains salariés de travailler au plus près des personnes âgées. Et on a notamment un agent de service restauration qui a demandé une mutation comme agent de service de nuit, donc au plus près des résidents. Un aide-soignant de nuit qui est parti en formation d'aide-soignant, un agent de restauration qui a entamé une formation d'AES. Donc, il y a une mobilité interne qui s'est réveillée en fait suite à l'expérience et je trouve que c'est très intéressant de faire grandir les gens quoi, en interne. Toujours dans ces réunions de transmission, là, cette communication, je trouve qu'il y a une meilleure implication des salariés au fonctionnement de l'établissement et aussi à notre préoccupation principale qui est le bien-être des résidents et donc la participation de tout corps de métier en fait aux réunions de transmission ou à rechercher l'information par les tablettes NetSoin qu'on a mis en place aussi juste avant la crise. Donc, il y a une meilleure recherche d'informations pour que tout le monde soit au même niveau de l'information, quoi. Voilà, ce qu'on a développé aussi pendant cette crise et qu'on a gardé, c'est une plus de communication avec le Conseil de vie sociale et les familles également, qu'on a informées très régulièrement pendant la période de confinement, donc par des lettres, des mails réguliers. Et je trouve que ça facilite les relations avec les résidents et les familles également. Il y a plus de proximité là également, quoi. Et autre petit détail, ce que nous avons gardé également, c'est les petits déjeuners en chambre.
c'est pas anodin parce que ça demande une organisation, mais jusque-là, les résidents, ça change tout dans la programmation d'une journée, quoi. Quand on prend son petit déjeuner dans sa chambre, ou bien si on doit faire sa toilette, s'habiller pour aller prendre son petit déjeuner au restaurant, ça change un peu la donne, mais c'est quelque chose qui a été apprécié en fait par les résidents et qu'on a gardé. Super, merci beaucoup Marie-Vonne pour ces éléments de réponse. Moi, ce que je retiens finalement de ce que vous avez partagé avec nous, c'est ces deux éléments. Tout d'abord, c'est cette proximité que vous avez incarnée à la fois dans l'organisation et puis aussi finalement ce regard. En tout cas, moi, ce que je retiens, c'est chaque fois ce regard, vous l'avez évoqué dans la première question, finalement aller chercher les petites gouttes d'eau qui restent dans le verre. Et là encore, vous êtes à nouveau dans cette dynamique-là. Donc avant de laisser la parole à Elisabeth pour la question numéro 3, on vous rappelle qu'il y a le question-réponse qui est ouvert et vous pouvez poser évidemment toutes vos questions à nos deux grands témoins. Et je laisse la parole à Elisabeth. Oui, alors sauf si vous voulez reprendre quelques questions qui ont été évoquées pour les poser, on a un petit peu de temps si vous souhaitez le faire pour les poser explicitement à Marie-Vonne et Elisa et que tout le monde entende des éléments de réponse ou pas. Je m'adapte. Oui, Elisabeth. Donc, effectivement, on a tenté au fur et à mesure, grâce à Marion, à la technique, de répondre au fur et à mesure par écrit dans le chat. Mais si on peut avoir un petit peu plus de détails sur le Vie mon travail, je pense que ça intéresserait nos participants. Donc, je vous relaisse de nouveau la parole. Comment ça s'est organisé peut-être, Marie-Vonne? Parce que peut avoir une image du Vie mon travail qui est une expérience à un moment donné, qui est souvent constructive pour nouer des liens, mieux comprendre le métier de l'autre, l'activité au quotidien. Mais là, l'expérience ponctuelle a duré, puisque finalement, c'était de la coopération et du travail en équipe ou en binôme. Vous allez nous expliquer ça dans la durée, jusqu'à pouvoir, comme vous nous le disiez à l'instant, peut-être ouvrir de nouvelles perspectives de parcours professionnel pour certains professionnels. Voilà. Après, vous voulez bien oui, donc c'était une expérience enrichissante. Donc, dès les premiers jours, en fait, on s'est retrouvés à devoir apporter les repas, tous les repas en chambre des résidents. Donc, l'équipe de restauration n'était pas en capacité d'assurer tout ce service-là en chambre, parce qu'on est au service à l'assiette, donc en plus, donc c'était compliqué. Mais bon, là, c'était en plateau. Et donc, tout le personnel administratif, moi y compris, hein, donc on a travaillé les week-ends compris, parce que comme je vous disais, moi je croyais que c'était juste un petit footing de 10 km, mais ça a duré un peu plus longtemps. Et on a donc on a improvisé en quelque sorte. Hein, donc, on était en binôme avec des agents qui avaient l'habitude de faire ce service. Et puis, à un moment donné, ça a duré une journée ou deux où on était en binôme avec ces personnes-là. Et puis après, il a fallu faire un roulement. Donc, on s'est retrouvés. Moi, je venais les week-ends assurer le service des repas avec mes collègues secrétaires, adjointes de direction, l'animatrice, le jardinier qui faisait le service également des petits déjeuners le matin, etc. Tout le monde a mis la main à la pâte, quoi. Et donc, ça nous a forcément amené à de l'interconnaissance et puis aussi à de l'étonnement parfois, parce que moi, je me disais, tiens, c'est bizarre, on fait un trajet dans ce sens-là, on revient à vide, on revient, voilà, et je dis, on compte pas ses pas. Et puis, c'est intéressant parce que ça re-questionne des pratiques que les gens font par habitude et ne questionnent plus, quoi. Donc, je trouvais ça assez intéressant. Et puis aussi de se mettre dans la position de recevoir des conseils et des consignes. Je trouvais aussi que ça crée justement un climat de proximité et un autre regard aussi des salariés vis-à-vis du personnel administratif ou du personnel technique, quoi. Voilà, c'est vrai qu'on n'était pas formé à le faire, hein, c'est sans aucune formation, on a complètement improvisé. Voilà. Alors après, on ne s'est pas improvisé être soignant, c'était vraiment des statuts d'agents, quoi. Et on a bien vu la complémentarité justement qui existait entre les agents, les aides-soignants, les infirmières.
Donc, moi, je trouvais que c'était très enrichissant de cette expérience. Du coup, avant de continuer sur la troisième question qu'on souhaitait partager avec Elisa et Marie-Vonne, petit retour vers et petit échange possible avec les participants et les participantes du webinaire pour aussi que vous puissiez vous exprimer. On a une question à vous poser et ça sera la même d'ailleurs qui sera posée à Marie-Vonne dans quelques minutes, puis à Elisa. Concernant le management, puisque là, pour la troisième question, on va être tourné sur le futur proche. De quoi auriez-vous besoin dans le cadre des enjeux futurs de votre secteur? On vous propose de répondre via la fonctionnalité que vous avez en bas à droite de votre écran, Q et R, autrement dit questions et réponses, où vous pouvez répondre de manière anonyme si vous souhaitez en cochant la case adéquate. On vous laisse aussi préciser si vous êtes vous-même en position et en fonction de manager, d'encadrer des équipes ou pas, puisque c'est intéressant quand même d'avoir cette précision au vu des éléments de réponse que vous nous apporterez. Voilà, votre point de vue individuel en tant que participant de ce webinaire, de quoi auriez-vous besoin du point de vue du management dans le cadre des enjeux futurs de votre secteur, de votre activité au quotidien, si vous préférez le reformuler comme ça. Donc, on vous laisse répondre. Les éléments n'apparaissent bien sûr pas à l'écran, hein. C'est uniquement les animateurs de ce webinaire qui ont accès à vos réponses, me semble-t-il, et on en tirera quelques éléments collectifs avant d'entendre Marie-Vonne et Elisa autour de cette question. Oui, merci Elisabeth. Donc, pendant que voilà, vous prenez le temps de répondre à cette question, on propose de nouveau de solliciter nos témoins parce que dans le Q&R, merci beaucoup de l'utiliser et de poser des questions. On a une question de nouveau sur le Vie Mon Travail qui concerne les aspects administratifs et législatifs. Voilà, parce que ça peut aussi un petit peu questionner. Donc, est-ce qu'il y a des choses à traiter de ce point de vue-là pour être, on va dire, en conformité? Quel type de questions on doit se poser pour pouvoir le mettre en œuvre? Donc, cette question me revient. Absolument, de nouveau. Sachant que derrière Vie Mon Travail, on pourrait dire aussi solidarité d'équipe ou fonctionnement ou organisation en équipe du travail. Je dois dire que les aspects juridiques et législatifs m'ont pas effleuré. La responsabilité du directeur était suffisamment grande au moment de ce premier confinement et les doctrines de l'ARS, déjà avec le mot doctrine, on en avait suffisamment entendu, où ça ne m'a pas du tout effleuré l'idée qu'on pouvait être hors des clous au niveau législatif. Mais ça même la question ne me vient pas là actuellement. C'est-à-dire que de remplir le métier d'agent de service ou si on me demande de jouer le rôle d'aide-soignant, j'aurais du mal. Mais par contre, oui, ma vie du rôle d'infirmier, oui, bien sûr, là, il en était hors de question. Hein, mais voilà, après, sur des métiers tels qu'agent de service, on ne s'est pas du tout posé la question. C'était juste par solidarité qu'il fallait agir. C'est dans l'action qu'on s'est adapté, hein, dans l'action et par l'action. Pour compléter le propos de Marie-Vonne, dans le cadre des actions QVT qu'on a mises en place à la Masse de Ploudalmézeau, on a structuré un mode allégé. Alors, on a eu de la chance, on l'a fait le 30 décembre 2019. Et du coup, on avait travaillé avec le CSE, ça avait été présenté aux équipes aussi. L'idée, c'était de pouvoir faire intervenir les agents de service en fait, sur des tâches au sein des unités. Alors, pas des tâches d'accompagnement direct des personnes, mais un peu sur l'exemple de ce que dit Marie-Vonne, sur des tâches techniques, en fait, des tâches annexes qui constituent aussi l'organisation de travail, mais qui pouvaient soulager les aides-soignants ou les AMP qui, elles et eux, pouvaient aller plus en proximité des personnes et se concentrer sur les tâches d'accompagnement des personnes. Et en fait, de structurer l'ensemble de ce fonctionnement, nous, ça nous a permis de former les agents de service intérieur aux tâches qu'on leur demandait, de structurer les tâches. Alors, nous, c'était
c'était dans le cadre de l'accompagnement QVT, donc on avait eu la chance de pouvoir y réfléchir et de ne pas forcément le faire que dans l'urgence, mais d'un point de vue législatif ou administratif, on est parti du principe que si les personnes n'intervenaient pas en direct auprès des personnes accompagnées, de venir en solidarité de l'équipe, préparer les plateaux de petit déjeuner, de faire le ménage dans une chambre, de défaire le lit, refaire le lit, etc. Ça pouvait vraiment soulager les organisations de travail et il n'y avait pas forcément d'inaptitude ou de choses qui ne fonctionnaient pas, quoi. On était vraiment sur un mode allégé, donc qui correspond pas à la réalité du fonctionnement de l'établissement, mais parfois on n'a pas le choix parce que les personnes qui sont accueillies, elles sont là de toute façon. Donc plutôt que d'être un en moins, valait mieux travailler en coopération plutôt que tout le monde soit sous pression sur l'ensemble de la journée. Et ce qui, à un moment donné, relève de l'entraide et de la solidarité peut se transformer en coopération organisée et réintroduite effectivement dans le fonctionnement de l'établissement. Et on le verra peut-être dans la suite des échanges. Est-ce que, Bénédicte, tu veux reprendre des éléments qui apparaissent dans le question-réponse, ou Sébastien, il y a beaucoup d'éléments qui ressortent. Alors, on ne pourra peut-être pas tout prendre en compte maintenant, mais on y tâchera effectivement sur à la fois les propositions et les questions qui ont été posées. Si vous souhaitez encore des éléments, effectivement, on essaiera d'y répondre soit d'ici la fin du webinaire, soit un petit peu plus tard. Elles seront bien notées. Oui, alors il y a déjà des questions sur les leviers pour le management. Donc ça, on a donc proposé un partage de repères en fin de webinaire, un outil qu'on utilise au niveau de l'ARACT. Donc on espère que ça répondra en partie à cette question-là. Il y a des besoins aussi voilà, de faire ressortir le positif. Quand il y a des projets finalement architecturaux de grande ampleur. On a aussi les besoins d'espace partagé, direction élargie en fait, qui permettrait le besoin derrière de prendre de la hauteur et de partager. Et puis pouvoir sortir un peu la tête des urgences, hein, justement toujours ce besoin de prise de hauteur. Notamment. Et puis, on voit également ce besoin de créer un projet de service. Et on va en reparler par la suite en associant les injonctions des financeurs et une QVT acceptable pour les professionnels. Et c'est vraiment toute la difficulté finalement de ce positionnement de manager qui, on le verra aussi, est au confluent de tout un tas d'attentes, de demandes et qui doit trouver un juste équilibre. Voilà pour le plus grand nombre. Et on revoit aussi cette notion de qualité de vie au travail, d'avoir des moyens pour pouvoir véritablement la mettre en œuvre et l'incarner. Ok, merci Bénédicte. Et puis on va lire avec attention vos réponses et vous pouvez encore participer bien sûr pendant les premiers ou la suite des témoignages de Marie-Vonne. Du coup, on reprend avec vous. Partant de cette question, et pour demain, en futur proche, on va dire, hein, on n'est pas dans l'utopie, mais dans votre réalité toujours, quel besoin, quel projet du point de vue du management? Alors, vous nous avez également confié une photo qui peut-être a été prise justement au moment du confinement. Mais alors moi, quand je la regarde, je vois beaucoup de coopération, ou en tout cas une équipe complète presque. Voilà, vous avez sur la photo des agents de service restauration, des agents de service soins, l'animatrice, les bénévoles. Voilà, tout le monde est là, prêt pour aller servir les résidents dans les chambres. Ouais. Alors, donc, pour rebondir, répondre à la question, là, en fait, actuellement, on est confronté, on a en tout cas de choses hyper importantes à vivre dans l'établissement. C'est
la suspension depuis le 15 septembre du poste de l'infirmière coordinatrice qui n'a pas souhaité se faire vacciner. Donc, c'est un maillon important de management de proximité donc qui manque dans le fonctionnement et avec l'impossibilité de trouver quelqu'un pour la remplacer. En fait, du coup, heureusement qu'on a expérimenté un certain nombre de choses en fait pendant cette crise. C'est que on a développé un management de proximité avec l'adjointe de direction et moi-même. Et on a également un esprit de collaboration, je pense, et de co-construction qui s'est développé, ce qui fait que on a réussi en fait à répartir toutes les missions de l'infirmière coordinatrice entre le personnel administratif et les infirmières en poste. Bon, ça fait maintenant 8 semaines que ça marche, mais bon, il ne faudrait pas que ça dure quand même trop longtemps. Mais en tout cas, c'est intéressant parce que c'est une responsabilité du coup qui est partagée et ça donne un autre type de fonctionnement dans la structure. Mais bon, ça a ses limites quand même. Et on a actuellement donc mis en œuvre, enfin on a ouvert une nouvelle aile depuis le mois de début octobre, donc avec 30 logements dont la moitié des logements en rez-de-chaussée, enfin premier étage donnant accès à un jardin pour des personnes ayant des troubles cognitifs. Donc c'est une unité en fait dédiée à l'accueil des personnes désorientées. Et on se retrouve à réorganiser en fait les services. Mais en l'absence de l'infirmière coordinatrice, c'est vrai qu'on avait imaginé une organisation, mais je me rends compte qu'en fait, avec un peu de recul, j'ai laissé un peu faire le fonctionnement en disant bon ben on fait un planning de telle sorte et puis on voit comment ça marche. Et en fait, la parole étant facilitée par pour les différents salariés, on se rend compte qu'il y a une régulation qui se fait. Et je suis finalement assez contente d'avoir laissé co-construire en fait l'organisation. On est à un mois de fonctionnement et là on voit que maintenant ça y est, ça commence à être un peu plus huilé et on va pouvoir écrire maintenant le projet de service, quoi. Alors que le médecin coordonnateur disait il faudrait d'abord écrire un projet de service et puis après on verra quels résidents seront affectés et quelle organisation. Et en fait, je trouve intéressant d'avoir fait une expérimentation du fonctionnement pendant un mois avant d'écrire le projet de service, quoi. Voilà, donc autre besoin en fait lié au vécu de cette crise, c'est les échanges entre pairs, entre acteurs de direction sur le territoire, parce qu'il y a des échanges au sein des EHPAD de la congrégation, mais qui ne sont pas de proximité, et les échanges de proximité sont peut-être pas suffisants à mon goût, quoi. Pendant le cluster, je me suis retrouvé un peu isolé. Évidemment, ça se savait hein, qu'il y avait un cluster. Les gens évitaient de venir nous voir, mais le téléphone aurait pu être utilisé davantage. J'aurais bien aimé, voilà. Et donc ça, ce serait à développer, je pense, le fait de s'épauler entre directeurs. Je me suis rendu compte également que en demandant l'intervention d'une psychologue du travail pour faire un temps de parole pour les salariés qui avaient traversé cette période-là de cluster, donc en mars 2021, je me suis rendu compte que les salariés ne voulaient pas rencontrer la psychologue, trouvaient qu'ils n'avaient rien à dire, etc. Et donc, je pense que c'est intéressant parce que on a réussi quand même à faire un petit groupe. La psychologue, elle a été très, très fine. Elle est allée voir les salariés directement dans les services et elle a recruté en fait sur le terrain. Comme ça, elle a réussi à faire un groupe de 5 personnes. Et je pense qu'avoir une psychologue qui intervient pour faire de la supervision et de l'analyse de pratique, qui n'est pas de l'établissement, serait un plus pour faire un pas de côté pour l'ensemble des salariés. Donc ça, c'est un besoin.
Un de nos souhaits, de choses qui ont été expérimentées pendant la crise, c'est aussi de poursuivre les relations qui ont été développées avec les partenaires comme le réseau CEPIAS ou le groupe l'équipe mobile d'infirmières hygiénistes du GHT Armor. Donc, on a signé une convention avec eux parce que c'est très intéressant d'avoir des compétences complémentaires par rapport à ce qui nous manque. Et puis, quelque chose qui est engagé également, qui va voir le jour, j'espère, d'ici 2 ans, c'est une réflexion autour de l'évolution des métiers d'agents de restauration et d'agents de soins. Mon souhait est de fusionner ces 2 équipes-là. Et en fait, on s'est rendu compte que dans le cadre donc, du confinement et des services des repas dans les chambres, ces 2 équipes-là fonctionnaient bien ensemble. Ce n'est pas tout à fait le même métier, mais donc il y a un intérêt pour les agents de restauration d'être au plus proche aussi des résidents au quotidien et pas seulement durant le repas. Donc l'idée c'est de fusionner les 2 équipes et d'en faire une équipe d'agents d'hébergement ou d'agents hôteliers. Voilà. Et je voulais rajouter à ça également que c'est en fait on ressent un petit peu un rebond. On a été assez inventif pendant toute cette crise quand même auquel on ne s'attendait pas. Et puis quand on est directeur, manager, on ne s'attend pas à être confronté à tant de responsabilités. On s'est dit, mais pourquoi je fais ce métier-là? On se questionne sur le sens que l'on donne à son métier. Et en fait, même si ça a été très, très, très dur, hein, il y a eu des angoisses, de l'insomnie, etc. J'ai l'impression qu'on est plus dans une phase de rebond maintenant. On voit en fait que c'est dans le dysfonctionnement que l'on perçoit en fait que l'organisation fonctionne. Donc, c'est de sortir du positif de tout ce qu'on a vécu, quoi. C'est ce qu'on appelle la résilience organisationnelle. Merci pour ces éléments d'expérience. Et moi, je retiens des mots que vous avez prononcés ou qui transparaissent, la proximité, effectivement, indispensable entre acteurs de management et équipe, parce que les uns et les autres s'apportent des choses dans la compréhension de la situation et dans les possibilités d'action pour y faire face, l'authenticité. Voilà, dont vous faites preuve. Et ce que vous venez de dire à l'instant, comment dans la crise, on peut repérer que l'organisation fonctionne et que la confiance peut être là aussi pour faire face au plus près des réalités et des difficultés vécues. Elisa, vous voulez bien compléter de votre point de vue et de votre quotidien aujourd'hui et pour demain, vos besoins et projets du point de vue du management? Alors, la maison d'accueil spécialisée, elle a la chance d'être dans un projet d'extension aussi. On va accueillir d'ici la fin de l'année 2022 10 personnes polyhandicapées supplémentaires. Donc, et puis concrètement, les travaux ont commencé début septembre. Donc, on avait déjà mis en place un groupe de travail. On avait déjà travaillé aussi avec l'ergonome de la médecine du travail qui a fait un super travail en allant avec les équipes de terrain, revoir tout, les aspects matériels, organisationnels, etc. Et on se rend compte en fait que tout ce projet d'extension, il rentre vraiment en articulation avec le projet qualité de vie au travail qu'on menait sur l'établissement. Et on s'est dit collectivement que sûrement que l'extension était aussi une belle opportunité pour réfléchir globalement l'organisation du travail, le matériel, aller plus loin en fait dans l'organisation de l'établissement. Donc, on a à cœur du coup de poursuivre parallèlement la démarche QVT et le groupe de travail extension. Mais là encore, on ne peut pas le faire juste en équipe de direction parce que moi, j'en sais rien. Quel chariot vaut mieux pour le petit-déj? Voilà, et donc je fais confiance aux personnes de terrain. Et du coup, on s'est donné aussi plus de liberté dans les manières de faire, je pense. Elles vont tester le matériel, elles font des retours. Et tous ces espaces de discussion qui avaient été mis en place dans le cadre du projet QVT, là, on voit bien qu'ils peuvent se multiplier sur différents sujets aussi et que l'approche est
quand même beaucoup plus positive. Ça nous a permis de façon très concrète d'agrandir d'1 mètre l'espace de rangement du linge, parce que pour trier le linge sur des chariots de linge, il fallait que les personnes, les agents de service puissent se retourner en fait dans la pièce qui leur était dédiée. Et moi, je ne peux pas deviner, quoi, mais il a fallu mettre 90 cm en plus et ça va changer leurs conditions de travail. Donc, c'est vrai que moi, ça m'a fait grandir, je pense, et j'ai à cœur de pouvoir faire perdurer ça dans l'établissement avec le reste de l'équipe de direction. Et d'avoir vraiment cette dynamique de dialogue sur le travail. Du coup, avec les élus du CSE, c'est aussi positif. On fait des points à chaque CSE sur ces groupes de travail-là. Et ils font aussi confiance en leurs collègues. Ils ont confiance en leurs collègues pour faire remonter les bonnes informations et pour que ça puisse avancer. Pour autant, et là, je serais peut-être un petit peu plus nuancée que Marie-Vonne, j'entrevois, alors peut-être que c'est l'absence de reconnaissance du Ségur sur le secteur du handicap, mais on reste en difficulté et malgré les bonnes intentions ou la bonne dynamique en termes de management et je pense que les salariés nous suivent, nous, équipe de direction là-dessus, et on a vraiment un échange qui est serein et positif. Il n'empêche que c'est pas suffisant en ce moment. Notamment sur le post-crise, en fait, où il y a eu un investissement fort, de faire des demandes aux salariés sur les organisations de travail, sur le matériel, de leur faire confiance. Ils l'apprécient. Il n'empêche qu'ils peuvent renvoyer aussi à un moment que le fait que sans reconnaissance financière suffisante, c'est en décalage aussi. Leur fiche de poste ne leur demande pas de conceptualiser une organisation de travail, de participer à des réflexions stratégiques sur l'établissement. Et nous, on peut être de bonne volonté, d'être dans une démarche de participation, d'échange, de construction commune. Il n'empêche que là, le salaire, pour nous, joue beaucoup, en fait. Et on est dans ces difficultés-là. Et c'est vrai que comme en plus, on a du mal à recruter en ce moment, et on arrive moins à donner de l'air et du coup à donner de l'espace aussi pour réfléchir. Donc, tout ça se cumule et se contraint. Et je suis un peu inquiète sur les prochains mois ou les prochaines semaines parce que on est dans cette contrainte-là. Donc, il faut croire au dialogue social et croire au fait que ça peut avancer positivement et que si on ne l'avait pas fait, tous ces échanges, toute cette participation, toute cette coopération, la situation serait pire. Voilà. Mais il n'empêche qu'on demande beaucoup aux salariés et que là, la reconnaissance symbolique ou la reconnaissance dans l'organisation que peut donner du management coopératif, etc., n'est pas suffisante. Donc ça, c'est une inquiétude et en tant que manager, c'est compliqué parce que on manque de levier en fait là-dessus. Donc, en termes de besoins, on a besoin qu'il y ait des gens qui viennent travailler chez nous. On a besoin qu'il y ait assez de monde, en fait, pour que le quotidien soit sur un fonctionnement normal et qu'on puisse réfléchir, du coup, pour le reste, quoi. Et ça, c'est un vrai point de crispation en ce moment et j'espère que ça va pouvoir évoluer. Oui, et ce cycle de webinaires était également là pour partager ces éléments-là qui nous sont évoqués aussi par des participants de ce webinaire ou à d'autres occasions. Voilà, la qualité de vie au travail et l'efficacité collective se jouent au quotidien avec des équipes au complet et des acteurs de direction également bien présents. Merci beaucoup pour ces éléments authentiques également du côté d'Elisa. Je vais laisser la parole à Bénédicte, si c'est toujours OK. Oui, bien Pour sûr. quelques points de repère qui vont se nourrir ou de quelques points de repère sur le management du travail tel qu'on peut essayer de le travailler au sein du réseau ANACT-ARACT au regard de tous ces éléments d'expérience qui nous ont été donnés par Marie-Vonne et Elisa. Un grand merci à vous deux.
On saura vous le dire bien plus tard aussi. Merci beaucoup, oui, Marie-Vonne et Lisa. Et on va vous garder encore un petit peu parce qu'avant de passer au point de repère, on a vu passer différentes questions, dont une justement pour vous, Elisa. C'était la crainte en fait que du coup les équipes attendent de ce fait que vous interveniez dans l'opérationnel de manière peut-être récurrente en situation tendue. Est-ce que vous avez eu cette crainte-là et du coup, quelle réflexion vous avez par rapport à ça? Oui, c'est une réflexion qu'on peut avoir, notamment dans le cadre des astreintes, où voilà, quand on voit il manque du personnel, on a tendance à vouloir venir pallier sans compétence. Enfin voilà, moi je ne suis pas aide-soignante, je ne sais pas faire un change au milieu d'une nuit, mettre en place une nutrition par sonde, etc. Enfin, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, voilà, légalement et qui sont pas possibles non plus. Après, je pense qu'il faut réussir à ne pas épuiser non plus les cadres de direction dans la période. Donc, c'est de garder ce recul nécessaire. Alors, ça veut dire faire appel à l'intérim, qui n'est pas une solution pérenne non plus. Surtout que nous, en ce moment, l'intérim n'arrive pas forcément à pallier non plus à nos besoins. Donc, ce n'est pas une solution très construite. Donc, là, il y a de l'appel sur d'une solidarité associative. C'est quel service on dégrade, en fait, pour s'occuper des personnes qui sont là 24 heures sur 24. Et en termes d'opérationnalité, tout ce qu'on a mis en place sur le mode allégé, sur des nouvelles organisations de travail, qui sont pas, on n'engage pas un accompagnement très qualitatif, mais on assure la sécurité parce que par moment on en est là. Du coup, c'est ces réflexions-là qui permettent de pas épuiser les cadres non plus à travailler le jour, la nuit et de rester aussi dans une dynamique de leur posture de manager et d'assurer quand même la sécurité des résidents et le soutien aussi aux professionnels de terrain. Si les cadres sont sur le terrain, et en plus, on n'a pas forcément les compétences dans l'équipe de direction, on n'arrivera pas à structurer l'organisation de l'établissement non plus. Donc, ça peut se jouer sur des périodes de crise très concrètes et très courtes, mais ça ne peut pas devenir un mode de fonctionnement non plus. Parce que là, on va perdre aussi toute la capacité de l'établissement à fonctionner correctement. Donc là, on est dans une recherche d'autres palliatifs et là, l'appui aussi des élus du personnel, des équipes, des coordinateurs est essentiel, quoi. Donc, il y a beaucoup de créativité sur le terrain, mais encore une fois, on tire beaucoup sur les personnes qui sont sur le terrain et qui tiennent le choc et c'est pas facile pour elles non plus. Merci beaucoup pour votre retour. Est-ce que Marie-Vonne, vous aviez une remarque par rapport à ces éléments? Non, je suis d'accord avec ce que dit Elisa. C'est vrai que les cadres de direction, s'ils sont au four et au moulin en quelque sorte, font preuve, oui, en effet, qu'ils savent aussi mettre la main à la pâte, quoi. Et c'est aussi pour enclencher peut-être ce mouvement-là de coopération, je suis capable de prendre ta place à un moment donné quand c'est en tension sérieuse. Mais en effet, il faut quand même retrouver vite sa place parce que dans un bateau, lorsqu'il y a une tempête, il vaut mieux que le capitaine soit à la barre plutôt qu'en fond de cale en train de nettoyer les moteurs, hein. Donc, c'est vrai que c'est important de retrouver chacun sa place, même si l'équipage collabore sérieusement, quoi. Voilà. Très bien, merci beaucoup pour cette image, je pense qu'elle est très très parlante du capitaine à la barre. Donc je vous propose, voilà, comme je disais Elisabeth, de partager quelques points de repère sur le management du travail, qui vient soutenir nos démarches, nos approches sur ce qui est central pour nous, c'est la qualité de vie et des conditions de travail. Et donc, on l'a entendu même dans ce que vous venez de dire aussi, Elisa, le manager, véritablement, il est sans cesse tiraillé, il doit faire des choix difficiles entre différents enjeux.
d'autant plus en cas de crise, justement. Et donc, il y a à la fois des enjeux pour lui, dont voilà, il veut absolument forcément garantir la qualité de l'accompagnement, voilà, mettre en place un cadre de sécurité également, assurer une bonne qualité de vie et des conditions de travail, tout en restant évidemment quand même efficace et en maintenant l'équilibre économique. Et puis, il est dans tout un écosystème aussi qui lui envoie des demandes, qui a des attentes. Voilà, il y a des prescriptions, comme on le disait, la transformation du secteur, ça va amener des changements auxquels il va falloir répondre. Parfois, on vous demande aussi de contribuer à des projets voilà, à un niveau territorial. Et ce qui fait que c'est des choix permanents et ça, en gros, la mission, c'est de concilier l'inconciliable. On pourrait dire mission impossible, mais heureusement, vous la rendez possible et heureusement. Et c'est si on fait vraiment le focus sur le travail, parce que c'est vraiment voilà, notre cheval de bataille à l'ARACT, c'est de regarder par le prisme du travail, c'est vous de résoudre les contradictions qui sont inhérentes dans l'activité de travail entre des choses à prescrire et puis la vraie vie, le travail réel. Vous devez faciliter la réalisation du travail par les professionnels. On voit bien que là, l'idée, c'est pas diffuser une consigne, mais c'est bien de faire en sorte que les équipes, le collectif, trouvent du sens justement dans ce qu'il a à faire et de ce qu'il va faire et se réapproprie ce qu'on peut appeler la prescription en fonction de la vraie vie, de la réalité des situations. Donc, c'est pas une mince affaire. Alors, voilà, pour essayer de prendre de la hauteur et d'analyser un petit peu les activités de travail du manager, on propose ce schéma-là. Et je vais commencer quand même par vous lire ce qui est dans la petite bulle, qui dit bien vraiment ce qu'on entend par management du travail. Donc, ça repose sur des modes d'organisation, des processus et des pratiques managériales. Donc, ça infuse aussi par différents canaux qui visent in fine, à faciliter la réalisation d'un travail soutenable et ayant du sens pour celles et ceux qui le réalisent. Donc, le manager, lui, dans ces 3 gros pôles d'activité, on va dire, il a la partie d'organisation et de traduction aussi, finalement, de qu'est-ce qu'on lui prescrit et comment je vais le traduire auprès des équipes. Et donc, voilà, il est chargé de définir, par exemple, les résultats attendus, qualité, délai. Voilà, ça c'est dans l'idéal sur le papier. Il a aussi l'activité de management, là, véritablement, des êtres humains qui font partie de son équipe. Donc, c'est créer, entretenir, parfois réparer peut-être le lien et l'engagement, que ce soit en individuel et en collectif, et le lien du collectif aussi lui-même, voilà. Et puis être soutien pour la réalisation du travail. C'est un deuxième type d'activité. Et puis, il y a ce qui concerne la réalisation du travail réel, voilà, avec la vraie vie, les aléas et tout, le gérer, le suivre, le réguler. Et c'est vrai que par rapport à cette idée de suivi, les managers sont souvent sollicités pour faire du reporting pour d'autres, pour des externes. Et c'est sûr que forcément, ce n'est pas forcément le même type de suivi qui va être utile aux équipes. Voilà, donc c'est sûr qu'il faut les faire, ces fichiers Excel, mais il y a aussi d'autres façons de suivre qui vont permettre à l'équipe d'avancer. Et tout ça, ces différentes activités, il faut essayer au maximum de les faire infuser en conciliant la qualité de vie et des conditions de travail, la qualité de l'accompagnement et l'efficacité collective. Et pour faciliter ce management du travail et
évidemment le développement des ressources immatérielles parce que on l'a entendu à travers vos témoignages, la santé, la confiance, les compétences, le développement des compétences. On a bien vu que c'est aussi ce qui a énormément fait ressources pendant cette période et puis qui va continuer à faire ressources pour les projets et pour le futur. Donc, il y a certains leviers qu'on propose pour justement favoriser ce management du travail qui a un impact sur la qualité de vie et des conditions de travail. Donc, on voit qu'il y a, par exemple, les modes de gouvernance, les processus de gestion, de quelle manière ils vont permettre finalement d'équilibrer les domaines d'activité du manager. Parce que ces 3 types d'activités-là, on a souvent une tendance peut-être en tant que manager où on est plus à l'aise sur l'un de ces 3 pôles. Et l'idée, c'est au maximum d'essayer d'équilibrer et puis surtout d'avoir la bonne activité au bon moment, entre guillemets. Donc, si on a des processus de gouvernance qui laissent cette possibilité de naviguer entre ces 3 pôles d'activité, ça lui donne des marges de manœuvre. Et forcément, ces marges de manœuvre qu'on accorde à des managers, elles vont pouvoir potentiellement se retrouver auprès des équipes. Hein, donc, c'est quand même, ça passe par le manager derrière de laisser plus d'autonomie aux équipes. Un autre levier qui va permettre ce type de management du travail, c'est ce qui offre l'autonomie, la prise d'initiative et les coopérations en confiance. Donc, on l'a vu, les marges de manœuvre du manager vont lui permettre aussi l'autonomie. Et il faut aussi voir que ce n'est pas forcément évident de donner de l'autonomie aux équipes si on ne l'a pas forcément fait avant. Donc, c'est aussi peut-être l'accompagner dans cette démarche pour ne pas perdre trop de repères. Voilà, ce n'est pas évident de donner de l'autonomie non plus aux équipes. Ça peut être une volonté, mais c'est un savoir-faire aussi. Et donc, il est important d'offrir un soutien pour les managers qui ont envie de progresser sur ce point-là. Donc, évidemment, dans le management du travail qui va permettre ce développement de la confiance, il y a une attention forte aux conditions de réalisation du travail réel et pas du travail prescrit. De pratiquer des régulations régulières au quotidien avec les équipes et d'autant plus dans ce secteur, dans votre secteur. Il y a toujours des aléas et des urgences. Et d'avoir toujours en tête cette préoccupation de santé au travail et de qualité d'accompagnement. Donc, un autre levier qu'on propose, et vous en avez beaucoup parlé également, avec des intégrations des représentants du personnel dans la cellule de crise, par exemple, tout à l'heure, vous en avez parlé, c'est le dialogue social basé sur la concertation et toujours centré sur le travail. On voit qu'on reste vraiment sur des thématiques qui touchent au quotidien des professionnels. Et c'est en ça que ça vient alimenter la qualité de vie et des conditions de travail. Et puis, on a vu aussi une question là-dessus dans le chat, c'est des pratiques de management participatif fondées sur l'existence d'espaces de discussion et de régulation sur le travail qui vont donner le pouvoir d'agir non seulement au manager, mais aussi à son équipe. Et ça répond aussi à l'idée dont vous parliez, Elisa, du projet auquel participent les professionnels. Elles vont tester du matériel. Et donc, c'est un pouvoir d'agir qui est plus fort à chacun des niveaux. Et ça fait tout à fait le lien également avec ce que vous disiez il y a un projet, mais on a aussi une démarche QVT. Et pour vraiment tirer le meilleur en fait de ces initiatives qu'on lance, de les articuler ensemble et de faire le lien. Parfois, il suffit de faire le lien entre 2 choses qu'on a mis en place et ça va démultiplier. Donc là, on voit bien que les démarches participatives, elles vont véritablement amplifier finalement les effets positifs de ce management du travail. Et là, ce qu'on ne voit pas forcément sur ce schéma, c'est qu'en transversal de ça, un peu sur tous ces différents leviers, si on veut les optimiser, les rendre plus puissants,
Et bien, il y a trois regards à poser, 3 points d'attention qui sont, alors ce mot est peut-être un peu barbare, le management subsidiaire, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire marge de manœuvre à attribuer au niveau de responsabilité le plus compétent et cohérent pour résoudre les difficultés. Donc ça, forcément, ça se retrouve dans chacun des leviers parce que pour faire ça, qu'est-ce qu'il faut? Il faut parler avec les gens qui font le travail pour identifier le niveau le plus pertinent pour prendre les décisions et agir. Deuxième élément en transversal, c'est la discussion parce que finalement, elle se retrouve également dans tous les leviers au-delà du participatif. Et puis, le travail réel, qui est notre cheval de bataille à l'ARACT, qui va se retrouver également dans l'organisation, dans les conditions de travail, dans le management participatif, le dialogue social. Et c'est vraiment en ayant en tête ces 3 items aussi qu'on va pouvoir démultiplier finalement les effets positifs du management du travail sur la qualité de vie au travail et la qualité d'accompagnement. Donc, sur ces éléments-là, vous aurez également des ressources qui seront mises à disposition du CREAI, qui a également des outils à vous proposer. Par ailleurs, au niveau du réseau ANACT-ARACT, on propose également des ressources, notamment 10 questions sur le management du travail, mais également un kit. L'ARACT Nouvelle-Aquitaine vous propose un kit, donc si vous souhaitez mettre en place, réaliser des démarches concernant le management du travail. Donc, je ne sais pas si depuis, on a eu d'autres questions que vous vouliez traiter. Non, Marion me dit non à la régie. Donc, dans ce cas… Oui, Bénédicte, juste préciser que derrière les captures écran là, des couvertures, des publications, si vous cliquez bien sûr sur ces captures écran, vous retrouverez les liens pour accéder à ces documents directement. On n'a pas fait apparaître les liens, mais voilà, derrière la capture écran ou l'image de chacune de ces brochures sont bien présentes les liens pour télécharger ces documents. Merci Elisabeth. Du coup, je vais passer la parole à Sébastien. Alors moi, il me reste à dire merci aux gens. Donc c'est quand même la tâche la plus sympa quand même dans ce type d'animation. Je vais commencer par remercier évidemment Marie-Bonne et Elisa. Vraiment, merci pour votre authenticité, pour le fond et puis la forme. Vous avez témoigné devant quasiment 90 personnes. Merci beaucoup. Ça reste un exercice de style qui n'est pas toujours évident. Merci pour la forme et pour le fond de ce que vous avez pu partager avec nous. C'était vraiment très, très, très riche. Je remercie, et puis sur un sujet qui n'est pas si évident que ça, de parler du management durant cette période-là. Ce n'est pas toujours aussi simple que ça. Et donc, merci vraiment d'avoir été aussi pédagogique dans vos explications. Merci. Alors à Marion, j'ai toujours rêvé de dire cette phrase. Merci à Marion qui était à la technique, qui a fait toute la partie un peu back-office et c'était vraiment très précieux pour nous, qui nous a permis de nous concentrer sur l'animation. Merci à vous qui avez participé aussi, vous avez été jusqu'à 90, vous êtes un petit peu moins là, vous êtes 77, mais vraiment merci beaucoup d'avoir participé à ce cycle, ce 2e épisode. Et quelle transition pour vous inviter à retenir dès à présent la date du 13 décembre, puisque, comme l'a dit Bénédicte en introduction, il s'agit d'un cycle. Et donc, on voit que ce sujet vous intéresse. Vous avez été nombreux à participer. Donc, on vous invite vraiment à venir nous rejoindre le 13 décembre pour à nouveau un temps d'échange sur coopérer avec son environnement dans un contexte de transformation. Vous aurez à nouveau 2 grands témoignages qui, j'en suis sûr, pourront vous séduire. Et puis, un petit sujet aussi, concernant le questionnaire final. Donc, ce webinaire va s'arrêter et vous allez avoir une petite fenêtre qui va s'ouvrir. C'est vraiment précieux pour nous, l'ensemble des partenaires CREAI, ARACT et Opco Santé, de venir récupérer aussi ce que vous allez pouvoir partager avec nous. C'est vraiment des sujets qui sont de fond et qui vont nous permettre demain peut-être
d'essayer d'apporter des éléments de réponse institutionnelle, que ce soit pour le CREAI, pour l'ARACT ou pour l'OPCO-Santé. Moi, j'ai entendu Marie-Yvonne et Elisa nous parler des sujets autour de l'emploi. Et ça, côté OPCO-Santé, ça fait écho, en tout cas, des orientations stratégiques qui sont les nôtres. Et je suis certain que nos partenaires, que sont CREAI, ARACT, seront aussi sensibles à ces sujets. Donc, voilà, n'hésitez pas, à la fin de ce webinaire, à vous prendre 5 minutes pour répondre à ces questions. Très bien, merci beaucoup. Donc oui, cette enquête, en fait, elle va s'ouvrir dans une page web dès que vous aurez quitté le webinaire. En tout cas, merci beaucoup à tous. Et on va laisser du coup nos témoins voilà, donner le mot de la fin et puis peut-être aussi nous faire un retour sur ce qu'elles ont pensé du fait de participer, de témoigner. Je propose à Elisa peut-être de commencer. Merci pour l'invitation, c'était très sympa. Après, j'espère que c'était concret aussi pour les participants. Voilà, puis au plaisir d'échanger sur ces sujets-là, sur d'autres webinaires, cette fois-ci en tant que simple participante. Merci. Marie-Yvonne. Oui, merci de la confiance que vous nous avez accordée en nous demandant de témoigner. Ce n'est pas une chose facile, ça demande, c'est un exercice en effet de faire un pas de côté et de relire les 18 mois qu'on a vécu. On n'a pas l'impression de faire du management en fait, mais c'est au quotidien. Je m'étais dit, il faut que je reprenne mes cours de management et en fait, c'est vrai qu'on manage sans le savoir en fait, hein, et en tout cas, j'ai trouvé très, très enrichissant de pouvoir faire ce travail-là. Ça m'a pris un peu de temps pour relire l'expérience, mais c'est intéressant de faire cette relecture. On avait pu faire une relecture déjà avec Juliette dans le cadre de la QVT. Là, elle était venue à chaud nous demander ce qui s'était passé. Je trouvais ça intéressant. En tout cas, merci au CREAI, à l'OPCO et puis à l'ARACT pour tout ce que vous faites. J'espère que les auditeurs auront été intéressés par les propos. On vous dira, on vous tiendra au courant parce qu'ils sont très nombreux à répondre à l'enquête, on en est persuadés. On rajoute un tout petit mot par rapport à ce que vient de dire Marie-Yvonne. Alors, quand elle cite Juliette, c'est une de nos collègues. On a fait, l'ARACT et quelques consultants ont travaillé, ont animé des temps de retour d'expérience auprès de 24 EHPAD là, ces derniers mois. Et il y a eu un document écrit sur les enseignements qu'on pouvait en tirer, qui est assez lourd à lire peut-être, mais dont une version, on va dire, plus synthétique est en cours de préparation, qui sera bien sûr diffusée aux professionnels ou aux acteurs d'encadrement et aux partenaires sociaux du secteur sanitaire et médico-social, voilà, sous des moyens à définir, mais effectivement, nous aussi, pour les bouts d'accompagnement qu'on a fait, on a vu que les pratiques professionnelles, la coopération, les pratiques de management étaient au rendez-vous. Ça n'aménuse pas toutes les difficultés vécues et tous les moyens nécessaires, sans vouloir reprendre toutes les questions qui apparaissent ou les éléments de commentaires. La question des moyens, bien sûr, elle est bien présente et elle reste présente dans un grand nombre d'esprits. Et voilà, il faut aussi pouvoir continuer à la travailler. Merci beaucoup à vous tous. Merci à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. N'oubliez pas le questionnaire de fin.